Bienvenue sur le plateau de TV Finance pour l'interview Éco. On parle d'emploi. En matière d'emploi, force est de constater que la France peut sembler un pays un petit peu paradoxal. D'un côté, on arrive à avoir un chômage assez élevé, 7,2% de la population active en France au quatrième trimestre 2022, et de l'autre côté, des pénuries de main-d'œuvre de 300 à 500 000 selon les estimations. On essaye de tirer ça au clair avec les conséquences pour les DRH. Nous sommes avec Pascal Delima, chef économiste chez CGI Business Consulting. Pascal Delima, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, c'est vrai qu'on a ce contexte de l'emploi dont d'ailleurs le président de la République s'enorgueillit parce qu'il y a une baisse du chômage selon ces chiffres. Pour autant, ça donne des nouvelles problématiques pour les DRH. Ah oui, tout à fait, parce que bien qu'il y ait effectivement une amélioration sur le front de l'emploi, ça on peut le dire au niveau macroéconomique, on a toujours cette forte pénurie en France, d'ailleurs qui est un peu plus élevée que dans d'autres pays européens, et ce qui pose la question tout simplement de pourquoi finalement, même quand la situation sur le marché du travail s'améliore, pourquoi est-ce qu'il y a encore des entreprises qui ont du mal à attirer des ressources, à capter des talents, parfois à les garder aussi, c'est aussi une autre problématique. Et donc ce jeu-là est un petit peu pernicieux pour les DRH parce que ça crée aussi beaucoup d'incertitudes, à la fois sur le plan du chômage au niveau macroéconomique, mais aussi sur la façon de faire pour pouvoir attirer, capter des talents, les retenir, les faire rêver finalement. Alors quand on regarde les statistiques macro, j'en citais un chiffre en préambule, on a l'impression que face au choc, la France se montre résiliente, si j'en crois l'INSEE, mais ce marché de l'emploi, comme vous le dites, il connaît une tension exceptionnelle. Le taux de turnover, 12,1%, et puis on parle de ce phénomène-là des gens qui quittent leur travail, donc ça nécessite de l'équilibrisme de la part des DRH. Un équilibrisme tout à fait très difficile à trouver entre justement ce monde qui bouge beaucoup, ces opportunités qui sont partout, ces entreprises aussi qui surenchérissent un petit peu pour capter l'attention des professions du numérique, et puis la nécessité évidemment de garder les talents du numérique, de garder effectivement les salariés qui vont être les plus fidèles d'une certaine façon, parce que ce sont aussi eux qui captent la connaissance, qui transmettent la connaissance à travers un paquet de sessions et d'événements à l'intérieur des entreprises, et qui aussi finalement forment les juniors. Donc il y a ce jeu d'équilibriste entre ce marché qui tourne très vite, et puis finalement la nécessité de fidéliser les meilleurs, entre guillemets bien évidemment, je parle au niveau surtout du marché et des métiers du numérique, pour pouvoir transmettre la connaissance, pour pouvoir créer de nouveaux business, créer de nouvelles stratégies d'emploi aussi pour les juniors, et puis tout simplement créer une marque employeur qui soit implantée suffisamment dans le long terme pour que les acteurs puissent se projeter, et c'est ça aussi l'une des ambitions des RH. Mais est-ce que les attentes des candidats ont évolué? On parle beaucoup des DRH, mais pour attirer ces talents, il faut les comprendre. Bien sûr, il faut les comprendre. Il y a énormément de choses qui se passent aujourd'hui. Il y a de nouveaux paradigmes du management qui émergent dans les entreprises, propulsés, poussés, impulsés d'une certaine façon par la génération XY, avec leurs nouvelles aspirations qu'on connaît très bien et qui sont aussi des aspirations d'ailleurs que partagent souvent les seniors. Il ne faut pas non plus faire de clivage d'âge là-dessus. Et effectivement, avec les normes RSE, l'éthique dans l'entreprise, les attentes un petit peu liées à la sobriété, les attentes aussi liées à l'agilité, les technologies, tout cela s'entremêle de technologie et de volonté, je dirais, de projection sur l'environnement des entreprises, qui modifie beaucoup la façon de travailler, qui modifie beaucoup les paradigmes du management, qui change aussi les mentalités traditionnelles, et c'est très bien, mais qui par conséquent aussi exige une adaptabilité très forte de la part des entreprises, notamment sur la marque employeur, sur la façon dont on produit des messages, des images qui soient le plus en adéquation avec ces attentes. Alors, ce qui est intéressant et peut-être inquiétant, c'est l'arrivée, l'implémentation de l'IA, l'intelligence artificielle, dans ces méthodes de recrutement et dans la fonction RH. Comment ça se traduit? Alors, on sait que quand on envoie son CV, parfois, ce sont maintenant à partir d'écrits, une analyse de la personnalité, il y a l'analyse des expressions faciales. Oui.
Ça fait partie des transformations liées à l'évolution du marché de l'emploi? Il y a des choses tout à fait incroyables, hein, même presque, on va presque sur l'analyse de la voix, du ton de la voix, du volume de la voix. Enfin bon, après, on peut rentrer aussi un petit peu dans certaines exagérations. Il y a aussi la protection, je dirais, des données privées avec l'IA. Je ne suis pas un avatar, c'est bien là, Pascal, en tout cas, pour de vrai. Et tout à fait. Et puis, c'est vrai qu'il y a, mais c'est un petit peu comme les outils de gestion de la relation client dans le commercial. Hein. Finalement, ça reprend en gros exactement les mêmes choses. Identifier les CV par zone géographique, par type de métier, par type de qualification, par type de projection dans l'entreprise, dans le parcours chez nous, donc des consultants. Donc on va essayer de voir quels sont les CV les mieux adaptés. Il y a énormément de choses quand même pertinentes à faire avec l'IA qui aident finalement la fonction recrutement, exactement comme les outils de CRM, je ne sais pas si c'est un terme technique, des outils de gestion de la relation client dans le domaine commercial. Maintenant, il y a aussi encore des choses un tout petit peu de la troisième révolution industrielle, comme dirait Jeremy Rifkin, ou un tout petit peu exagéré, où on peut même imaginer avec l'IA, la data et la 3D qu'il y a un monde du métavers RH où finalement, quelque part, on va quasiment reproduire des sessions de recrutement chez vous et sélectionner en fonction des comportements à distance que vous pouvez avoir chez vous. Bon, tout cela est encore plus du ressort, je dirais, de la science-fiction, mais en tout cas, sur l'outil même, il y a beaucoup de choses à faire. Les grandes écoles parlent beaucoup de soft skills quand elles forment les jeunes. Comment s'inspirer des success stories en matière de soft skills? Tout à fait, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. D'abord, les soft skills s'opposent aux hard skills et aux compétences purement ingénieriques, purement techniques. Les soft skills sont dans le monde de l'hybridation qui combine à la fois la technique et l'humain. Pour simplifier, l'humain, la sociologie, le sens de l'agilité et le sens du travail collectif. Donc là, il y a beaucoup de belles expériences. C'est la capacité, d'interprétation des outils, l'interprétation humaine des outils. L'expertise est toujours supérieure à l'outil, l'humain est toujours supérieur à l'outil, et l'outil sert d'outil d'aide à la décision, comme l'IA, mais certainement pas à se substituer à l'humain. Ça, c'est la première grande idée. Et puis la deuxième, c'est la connaissance du territoire. On le vit bien notamment dans les banques mutualistes ou dans les banques bien implantées sur des territoires géographiques, notamment dans les zones rurales, où ça, c'est la proximité qui est primordiale, la connaissance du réseau d'experts, des candidats, la connaissance du réseau d'experts, au-delà même des candidats, mais aussi de leurs employeurs que ces candidats auprès de qui ils ont pu travailler. Et donc tout cela joue beaucoup. C'est vraiment proximité avant l'outil, l'humain avant l'outil, et ne considérer l'outil que comme un élément d'aide à la décision dans la RH, mais comme dans un paquet d'autres domaines, notamment la logistique par exemple. Un petit mot pour se résumer sur ces métiers en tension. Oui. Globalement, c'est le numérique, mais what else ou comment? Tout à fait, il n'y a pas que le numérique. Évidemment, bon, c'est un secteur qu'on connaît plus particulièrement chez nous, mais on constate tout simplement un sablier, si vous voulez, avec des vrais besoins dans les métiers très très qualifiés, tout ce qui est data quelque chose, en gros, les data scientists, les data, tout ce que vous voulez. Et puis, mais aussi, évidemment, donc sur les métiers très qualifiés, mais aussi sur les métiers où les qualifications sont moins élevées, où il y a une pléthore de demandes, donc dans tout le serviciel, notamment lié au tourisme, l'hôtellerie, la restauration, également un petit peu dans l'industrie au niveau des ouvriers qualifiés, dans la logistique également, il y a des véritables pénuries, à la fois, je dirais, dans les métiers les plus qualifiés et dans les métiers un petit peu aux deux extrêmes, les moins qualifiés. Au centre, malheureusement, on vit une évolution de chômage technologique, justement le contraire de ce qu'on vient de dire, où malheureusement la machine, parfois, et très souvent, c'est substitué d'ailleurs à l'humain, et crée cette disparition progressive des fonctions support dans les grandes entreprises, en particulier, malheureusement, exercées souvent par la classe moyenne. Et on se rend compte qu'en mettant en évidence l'expérience collaborateur, oui, ça peut séduire un petit peu plus ces talents qui sont insaisissables. Bien sûr, l'expérience collaborateur est importante, utiliser la vidéo aussi pour montrer l'expérience collaborateur, ne pas hésiter à présenter des parcours, je dirais, les parcours des collaborateurs également, comment ont-ils fait pour bien s'insérer dans la chaîne de valeur des entreprises, être le plus flexible possible, voire de façon transverse. Dans le secteur bancaire, on peut aussi recruter dans le secteur industriel des candidats pour le secteur bancaire. Vous voyez, cette transversalité, tout cela sont des éléments de la marque employeur qui vont jouer favorablement. Voilà, marque employeur,
taux de chômage élevé en Europe et puis des pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs. Tout ça, ça fait un cocktail qui donne du travail au DRH, en tout cas. Merci Pascal Delima de nous avoir éclairé sur cette problématique. Je rappelle que vous êtes chef économiste chez CGI Business Consulting et vos talents d'économiste, ils sont évidents, tellement vous êtes clair et pédagogique. Puis vos talents d'animation, on a vu avec vos mains, vous incarnez le sujet. Merci Pascal Delima de nous avoir fait profiter de vos talents. Tout de suite, on va revenir pour un petit point bourse. Restez avec nous.